Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Art et Marché, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au marché de l'art. Pour l'actu de la semaine, c'est la maison de vente aux enchères Philips qui lance Drop Shop. Alors Drop Shop, c'est une plateforme de vente en ligne d'œuvres d'art contemporains. Nathalie Zaquin-Boulakia, directrice de Philips France, nous en dira un peu plus sur cette initiative. Et puis ce sera l'interview de la semaine, je recevrai Yves-Bernard Deby. Yves-Bernard Deby qui est le nouveau directeur du Salon international Parcours des Mondes. Il apporte avec lui plusieurs nouveautés, mais je ne vous en dis pas plus. Tout de suite, c'est Art et Marché. Bonjour Nathalie Zaquin-Boulakia, vous êtes directrice de Philips France. Merci beaucoup d'être avec nous en visio. Bonjour. Alors, comme je le disais en sommaire, il y a eu ce lancement de Drop Shop par Philips, la maison de vente aux enchères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement quel est le concept et surtout pourquoi Philips a fait ce lancement? Bien sûr. Le concept, en fait, c'est une innovation, c'est-à-dire que nous avons lancé Drop Shop, c'est une plateforme digitale sur laquelle nous allons présenter des créations, des objets ou des œuvres d'art contemporains, mais ça pourrait être aussi des bijoux ou un meuble, qui vont être créés par des artistes ou des créateurs, quels qu'ils soient, spécifiquement pour Philips. Qui seront lancés tous les 20 du mois, si on suit notre calendrier, une fois par mois, et qui seront présentés donc à la vente, mais il ne s'agira absolument pas d'une vente aux enchères, ce sera vraiment une vente directe entre les créateurs et les collectionneurs. Voilà. Et c'est différent d'une galerie parce qu'on n'a absolument pas vocation à s'engager sur un très long terme avec ces artistes. Et on va faire travailler des artistes qui, justement, ont un peu repris le contrôle de leur carrière, qui travaillent beaucoup via Instagram et qui n'ont pas nécessairement de galerie. Voilà. Et comment vous avez choisi, alors la première vente a eu lieu le 20 août dernier, c'était CJ Hendry. Comment vous l'avez choisi? Comment ça s'est passé cette première vente? Ben justement, alors ça s'est très bien passé parce qu'il y avait en fait, elle a fait un objet qui s'appelle Crown, The Crown, une couronne. Et ça, c'était une œuvre en bronze éditée à 100 exemplaires. Et puis, parallèlement à ça, il y avait un très grand dessin sur le même sujet qui était un unique pour le coup. Et tout a été vendu et elle a été sélectionnée parce que justement, elle est très représentative de ces artistes qui ont commencé à avoir une carrière artistique par leur succès sur Instagram. C'est-à-dire qu'elle a été repérée et puis elle fait des expositions depuis, mais elle n'est pas représentée par une galerie. Elle s'adresse directement à un public. Et il y a une demande assez forte pour ces œuvres, ça on le savait. Et donc cette première collaboration, c'est vraiment, ça illustre exactement ce qu'on veut faire, c'est-à-dire entrer nous d'une certaine façon sur un marché primaire, mais de façon tout à fait différente d'une galerie. On ne peut pas du tout se mettre en concurrence avec les galeries, ce n'est pas le propos. Et en donnant une plateforme à des artistes qui développent leur carrière artistique un petit peu par eux-mêmes, en fait. Parce que très rapidement, l'objectif là, c'est quoi? C'est de se tourner vers une plus jeune génération qui ne vient pas forcément dans les salles de vente, ou alors se faire une meilleure place au sein du premier marché ou sur les ventes en ligne. Quel est l'objectif principal? Oui, je pense que l'objectif, c'est vraiment de donner accès à des collectionneurs à des œuvres d'art contemporaines. Mais quand je dis œuvres d'art, c'est vraiment au sens très large. Je sors de la catégorie purement art plastique. De leur permettre d'accéder à ces œuvres d'art, de mettre à leur portée des choses qui sont accessibles, qui sont peut-être pas aussi chères que ce qu'on présente dans nos ventes publiques, et en même temps d'offrir une plateforme avec tous les collectionneurs que peut joindre Philips à certains artistes. Voilà, c'est un peu de faire le lien entre ces deux. Et c'est vrai que c'est pour nous, c'est assez innovatif parce que c'est une façon de présenter vraiment pour la première fois des œuvres
sur un marché primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas été créés auparavant et qui nous sont donnés à vendre par un propriétaire qui a acheté l'œuvre, que ce soit en galerie ou ailleurs en vente, ou même directement dans le studio de l'artiste. Là, le créateur crée une œuvre pour cette plateforme. Bien, merci beaucoup Nathalie Zakamboulaka. Je rappelle que vous êtes directrice de Philips France. Merci de nous avoir donné plus de détails sur cette initiative. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Et tout de suite, c'est l'interview de la semaine avec Yves-Bernard Deby, qui est le nouveau directeur de Parcours des Mondes, ce salon international. Alors, vous avez principalement une formation d'avocat. Vous étiez très proche de Parcours des Mondes pendant de longues années. Mais qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'était un challenge pour ma première question, de prendre cette casquette de directeur de Parcours des Mondes? Alors, merci de m'inviter. Oui, principalement, je suis avocat en fait. Mais je suis partenaire du Parcours des Mondes depuis la première heure. Ça fait, nous l'avons repris ensemble avec Pierre Mauss il y a une vingtaine d'années. C'était notre bébé. Donc, c'est une reprise, mais qui se fait tout en douceur. Et depuis quelques années, nous co-dirigeons, même si il tenait le devant de la scène. Et puis, de plus en plus, moi, et cette année, complètement. Donc, je poursuis son œuvre. Oui, voilà. Et alors, dans différentes prises de parole, vous avez parlé de rebond de Parcours des Mondes. Quel nouveau souffle vous avez voulu donner? Alors, à nouveau, le Parcours des Mondes, c'est un concept qui fonctionne depuis 22 ans. Donc, on ne peut pas penser prendre les rênes et renverser la table, ça ne fonctionne pas. Oui. C'est pas l'idée. On est vraiment dans une continuité, mais il est vrai que certaines crises, puis le Covid avait amené le Parcours des Mondes à un niveau de participants quand même plus faible. Nous étions à une quarantaine environ, 42 l'année dernière. D'exposants. D'exposants, oui. L'idée était de faire remonter ce nombre d'exposants, d'attirer de nouveaux exposants. Donc cette année-ci, premier pari est gagné puisqu'on est passé de 42 à 58. L'idée aussi était de rajeunir quelque part et de permettre à de nouveaux marchands. Alors, qu'on se comprenne bien, ils ne sortent pas de l'école, mais ce sont des primo-participants, disons. Et de pouvoir venir au Parcours des Mondes. Et pour cela, on a créé ce qu'on appelle un showcase qui permet à 6 marchands, donc nouveaux arrivants dans l'aventure du Parcours des Mondes, d'exposer, puisque l'idée est quand même une chaîne économique, pour des frais moindres. Ça permet d'avoir le premier pas dans le Parcours des Mondes. Et une visibilité dans le... Bien sûr. Dans le... Et quelles sont les grandes nouveautés de cette édition, en termes plus artistiques pour le coup? Alors, dans les nouveautés, alors artistiques, j'y viendrai, mais il y a 3 choses. Il y a ce showcase dont on a parlé. On a voulu aussi remettre 2 prix. Le prix du livre d'art premier, on s'est associé à la maison de vente Christie's. Ce prix prend le nom de mon prédécesseur et ami Pierre Mauss. Nous le remettrons demain chez Christie's. C'est le prix qui va récompenser le meilleur ouvrage d'art premier, celui qui s'est distingué dans l'année écoulée. Et puis on s'est associé avec une galerie, qui est la galerie Mingei, pour remettre le Mingei Bamboo Prize, c'est-à-dire un prix qui va être décerné à un artiste japonais contemporain qui travaille principalement le bambou. Quels seront les styles de collectionneurs qui vont venir d'un Parcours des Mondes? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et peut-être, est-ce qu'il y a un art qui les attire particulièrement? Alors, vous disiez que j'étais avocat, mais je suis aussi terriblement collectionneur, c'est une maladie. Et donc là, je peux vous parler assez simplement, en vous parlant de moi pratiquement. Le collectionneur... Alors, il y a 2 types de collectionneurs. Vous avez le collectionneur que je ne suis pas, qui est ce collectionneur extrêmement pointu, qui est le grand collectionneur de la statue Louba et qui va acheter des statues Louba. Il faudra celle qu'il n'a pas dans le corpus. Et puis vous avez des collectionneurs peut-être plus nombreux qui sont plus éclectiques et qui vont se laisser attraper ici à de l'art asiatique, là à de la Polynésie et puis à de l'Afrique évidemment. Et néanmoins, pour ne pas éluder la question, il est clair que l'art classique africain sera toujours l'ADN du Parcours des Mondes, et ça pour de multiples raisons. Et c'est ça qui, du coup, avec la casquette plus marché, c'est l'art classique africain qui tire le marché des arts premiers en règle générale? Oui, alors si on parle argent, finalement. Les records du monde sont toujours en art africain. Alors on a eu
des exemples, parfois, je pense à la vente Périnée, on en parlera peut-être tout à l'heure de 2021, où on a quelques objets d'art océanien qui ont atteint des records, mais clairement, c'est l'art africain qui mène le marché par le haut. Et justement, par rapport à cette vente Périnée, alors c'était vraiment des résultats extraordinaires. Après, il y a eu par exemple la vente chez Sotheby's de la collection Hélène Lelouch, elle a eu des résultats un peu plus en demi-teinte. Tous les lots ne sont pas partis. Et quelle tendance vous voyez? Est-ce que cette vente-là était représentative? Je parle de celle Sotheby's. Est-ce qu'elle était représentative de ce marché-là ou c'est exceptionnel selon vous? Non, mais en fait, la vente Périnée chez Christie's est l'archétype de la bonne vente. C'est-à-dire que on annonce la vente de la collection Périnée, qui est une collection fabuleuse, et on vend la collection Périnée. Je crois que c'est les traders qui disent en anglais « on ne peut pas battre le marché », on ne peut pas battre le marché. C'est-à-dire vous ne pouvez pas annoncer que vous avez la vente Périnée et vendre autre chose. Périnée, c'est une vente exceptionnelle d'un collectionneur exceptionnel, d'une collection exceptionnelle, où la maison de vente a tenu ses promesses. Peut-être que d'autres ventes que vous évoquez ont annoncé la vente un tel, et ce n'était pas la collection un tel, en tout cas pas dans son entièreté, c'était des fragments de la collection. Et donc le marché, on ne le trompe jamais. Mais du coup, ça ne va pas être quelque chose de représentatif. Vous ne trouvez pas que depuis 3 ans, il y aura toujours des collections extraordinaires à vendre et des œuvres qui seront... Si on veut chercher une tendance, elle est assez simple. Les grandes œuvres trouveront toujours acquéreur au meilleur prix. Les grandes ventes de grandes œuvres feront de grands records. On le voit, j'avais pris quelques notes. En 2022, à Montpellier sort un masque Fang fabuleux. Il est là. On ne peut pas dire que Montpellier soit la capitale mondiale des ventes d'art premier. Il est là. Le monde entier va se braquer sur Montpellier et ça fera 4 200 000 €. Un très bel objet, très bien travaillé par une très belle maison de vente, par un expert qu'on est venu chercher, Bernard Dulon pour ne pas le citer, à Paris, et une vente exceptionnelle. Et bien sûr, il y a aussi eu les différentes actualités liées aux restitutions et à l'exigence attribuée à la question des provenances. Est-ce que ça vous craignez que ça peut avoir un impact sur le marché ou presque le contraire? Écoutez, alors, au contraire, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça n'a eu aucun impact. Et il y a une preuve extrêmement simple. La loi française sur la restitution des 27 objets, elle est du 24 décembre, c'est Noël, 2020. Quelques mois plus tard, juin 2021, donc 6 mois plus tard, c'est la vente Périnée de tous les records. Il n'y a eu aucun impact. La question des restitutions, qui d'ailleurs vise les collections muséales, c'est quelque chose que je travaille beaucoup. Mais ce sont les collections publiques qui sont attaquées, pas les collections privées, et ça n'a eu aucun impact. Non, mais le collectionneur aurait pu se dire... aurait été plus craintif, par exemple. Oui, il aurait pu, mais il y a c'est un secteur particulier, les arts premiers. On est sur un secteur de niche, avec des collectionneurs qui sont des collectionneurs intelligents, qui travaillent leur sujet. Ils ont bien compris qu'on était dans le secteur public et pas le privé. Eh bien, merci beaucoup Yves-Bernard Deby d'avoir été présent en plateau avec nous, nous avoir présenté Parcours des Mondes. Je rappelle que vous êtes directeur du salon et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Art et Marché.